jour en baie du Mont-Saint-Michel. Un jour de mois d'avril où l'été s'est invité à la place du printemps. Une aubaine pour les milliers de touristes qui fréquentent le mont chaque jour et qui, ce soir de grande marée, attendent l'arrivée du Mascaret. Le Mascaret est cette vague connue en quelques endroits du globe et qui est le fruit de la confrontation entre une marée montante de fort coefficient avec l'embouchure d'un fleuve. En quelques minutes, la baie du Mont se remplit sous le choc de la mer, avec les trois fleuves, le Couesnon, la Sélune et la Cé. La force des courants s'installe et tout un milieu se métamorphose. On est en baie du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est très connu pour ses qualités architecturales, historiques, culturelles. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est ce qui entoure ce Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire cette baie du Mont-Saint-Michel, si vaste et si grande. Cette baie est composée d'un certain nombre d'habitats, d'espèces animales et végétales qui constituent un joyau écologique bas normand. Cette baie du Mont-Saint-Michel fait partie des 63 sites bas normands du réseau Natura 2000. Ce réseau Natura 2000 est composé à la fois des zones désignées au titre de la directive Oiseaux et de celles qui sont désignées au titre de la directive Habitat Faune-Flore. Concrètement, la Basse-Normandie compte 3 départements. Le Calvados, l'Orne et la Manche. La région repose sur le massif armoricain à l'ouest et le bassin parisien à l'est, tandis qu'elle est battue par la Manche sur près de 470 km de côte. Tous ces éléments conditionnent une richesse importante d'habitats et d'espèces animales et végétales. Nombre d'entre eux sont d'intérêt européen, d'où la création de sites dits Natura 2000. C'est la principale réponse de l'Europe à l'enjeu planétaire de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Lorsque l'ensemble des pays européens ont ratifié ces directives, ils se sont engagés à maintenir dans un état de conservation favorable l'ensemble des espèces animales et végétales et l'ensemble des habitats de ces sites. La Commission européenne n'a cependant pas donné d'objectifs de moyens à chaque pays, simplement des objectifs de résultats. À l'inverse d'autres pays européens, la France a choisi la voie contractuelle, c'est-à-dire celle privilégiant le dialogue et la concertation locale avec l'ensemble des acteurs du territoire. La mise en œuvre de Natura 2000 a constitué une petite révolution culturelle, en ce sens que jusqu'à présent, la protection de la biodiversité se faisait principalement par une protection imposée. Avec Natura 2000, avec cette concertation locale, on est passé plutôt à une protection partagée et intégrée. Derrière la carte postale normande, il y a un patrimoine naturel à préserver. Il y a également tout un tissu économique et social qui vit. Natura 2000 s'est cherché à atteindre un objectif: concilier le maintien dans un état de conservation favorable, les espèces et les habitats naturels, avec les activités humaines, notamment agricoles. Cela nécessite au préalable un énorme travail pédagogique. Dans un secteur agricole en proie aux difficultés économiques et aux doutes, les sensibilités sont vite palpables. Une espèce en voie de disparition, ce sont les paysans. On va au-devant de graves soucis, je pense, pour nous, pour exploiter sur les zones Natura 2000. Pourtant, l'agriculteur, déjà, a beaucoup de contraintes, croyez-moi. Et nous qui allons nous mettre nos contraintes nous-mêmes là, dans votre système. Oui. C'est ça qui est grave un peu. Alors il va y avoir contrôle sur contrôle et contrôle. Bon, ça ne ressemble plus à rien, cette affaire-là. Mais vous êtes quand même toujours sûr de la propriété privée. Des contraintes dans le sens des obligations, des changements de pratiques qu'on va vous imposer, il n'y en a pas. Certes, les choses ne se sont pas toujours déroulées dans un climat serein. Il y a pu y avoir ici ou là des réticences, voire des oppositions fortes. Mais je crois que cette concertation, ce dialogue ont été la condition pour réussir à déterminer les enjeux de chaque territoire, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour justement remplir ces objectifs. Cette mise en œuvre réussie n'aurait pu se faire sans les compétences techniques et l'implication forte à la fois des agents du ministère de l'Environnement Basse-Normandie, mais aussi des opérateurs Natura 2000 sur le terrain. Acteurs locaux et opérateurs des sites Natura 2000, tous sont les gardiens d'un véritable trésor. Un trésor de biodiversité souvent visible ou qu'il faut se donner la peine de dénicher. Un trésor issu de siècles d'évolution, mais pourtant si fragile et sensible aux activités humaines.
Les espaces naturels ont régressé sous diverses pressions. Urbanisation, infrastructures de transport, ou ont été transformés par différentes pratiques. Agricoles, forestières ou de loisirs, entraînant leur fragmentation ou leur disparition. La faune et la flore la plus remarquable requiert des conditions particulières de sol, d'humidité, d'exposition. Ce sont ces conditions qui déterminent la présence de tel ou tel habitat ou de telle ou telle espèce. Catherine Zambetakis est botaniste à l'antenne bas-normande du Conservatoire botanique national de Brest. Alors un habitat, je dirais que c'est un lieu, dans un milieu naturel ou moins naturel, dans lequel on a des conditions de vie spécifiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un sol qui va être ancien ou un sol au contraire très jeune, un climat qui va être très pluvieux ou au contraire un climat sec. Donc ça va déterminer des plantes qui vont pouvoir s'installer et une faune derrière qui va également pouvoir s'installer. Par rapport à Natura 2000, on s'est aperçu qu'on avait des types d'habitats qui étaient très rares à l'échelle européenne. On les a répertoriés. Et à partir de là, on a essayé de regarder où ils se trouvent dans notre région, en Basse-Normandie. Et on a quelques secteurs, quelques sites particuliers dans lesquels on retrouve ces habitats qu'on dit d'intérêt européen, parce que rares en Europe, voire souvent en régression. Donc ici, on est dans un habitat humide, l'eau est toujours présente, avec un sol très spécifique, ce qu'on appelle donc la tourbe. Et c'est un sol qui est toujours empli d'eau. Vous voyez, ça fait exactement comme une éponge. Tout ce qui pousse ici, c'est une végétation qui est adaptée à avoir toujours les racines dans l'eau, dans un milieu, on dirait, un peu asphyxique, avec très peu d'oxygène. Voilà, donc on a ici un habitat spécial, d'une zone très humide, toujours en eau, dans un sol aussi très spécifique, avec également un climat souvent pluvieux, etc., comme on a en Basse-Normandie, qui détermine donc cet habitat. Un habitat repose donc sur un équilibre fragile. En Basse-Normandie, on retrouve les habitats les plus remarquables sur le littoral, dans les grandes zones humides, au niveau des rivières et de leurs vallées, dans les massifs forestiers et les landes, sur les coteaux calcaires. Des habitats diversifiés mais parfois des contraintes pour l'agriculture. Zones inondables, sols maigres, terres acides. Toutes ces contraintes ont forcé l'homme à s'y adapter, parfois en transformant les milieux suivant ses besoins. Le nécessaire développement économique ne nous dédouane pas de nos engagements européens. Aujourd'hui, il est temps de concilier activité humaine et obligations environnementales dans ce que l'on nomme une démarche de développement durable. Ici, on est à Damvaux-la-Ferrière, donc sur un site qui est une carrière d'extraction de schiste. Il s'agit du site Natura 2000 du bassin de la Druance, donc, qui a été désigné par la présence d'espèces aquatiques emblématiques, l'écrevisse à pattes blanches, le chabot et la lamproie de planaire. Donc ces espèces ont pour point commun de dépendre d'une bonne qualité d'eau et d'une bonne qualité physico-chimique de l'eau. Cette activité industrielle avait rejeté par l'intermédiaire des eaux de pluie des matières en suspension trop élevées dans les cours d'eau. Donc il a fallu prendre des précautions par rapport à ça pour limiter l'impact sur les cours d'eau environnants. La mise en conformité de cette carrière par des aménagements simples, comme des bassins de décantation, ont permis de rétablir une bonne qualité des cours d'eau. Et ici comme ailleurs, l'eau, c'est vital. La Basse-Normandie, comme d'autres régions, est souvent raillée par les gens du sud de la France pour sa pluviométrie importante. Certes, le coupable, c'est un régime océanique tempéré qui génère des pluies assez abondantes. Les cours d'eau qui en résultent sont stratégiques pour les habitats qu'ils hébergent. Surtout quand ces habitats sont reconnus d'intérêt européen et sont étudiés à la loupe. Sur le site Natura 2000 Haute-Vallée de l'Orne et ses affluents, on est sur des prairies inondables, c'est-à-dire qu'elles sont sous l'eau une bonne partie de l'année. On est juste au bord de l'Orne, et donc il s'y développe une flore assez particulière,
qui est très lié aux pratiques des agriculteurs sur ces terrains-là. C'est bien ces caractéristiques-là qu'on essaye de maintenir au maximum. Donc Marie est chargée de mission au CPE des collines normandes. Le CPE, c'est l'opérateur du site Natura 2000 Haute-Vallée de l'Orne. C'est l'interlocuteur privilégié de tous les usagers du site, de tous les élus, les propriétaires, les exploitants qui sont installés sur ce secteur-là. Alors ici, je vais faire des relevés de végétation pour savoir dans quel type d'habitat exactement on est. Si c'est un habitat plutôt communautaire, donc rare à l'échelle européenne, ou si c'est un habitat plus classique. Et après, pour derrière, mettre en place des mesures de gestion. Suivant les habitats déterminés, on va proposer différentes mesures de gestion aux exploitants agricoles. On va jouer sur les dates de pâturage, sur le nombre de bêtes qui seront sur site, sur un taux de fertilisation plus ou moins important, voire nul. Donc ça, c'est une écrevisse de Louisiane. C'est une espèce qui a été introduite dans nos cours d'eau pour qu'on puisse la consommer. On les a mises d'abord dans des piscicultures, puis dans les rivières, sans imaginer les dégâts qu'elle pourrait causer. Elle transmet une maladie qui décime totalement les populations d'écrevisses à pattes blanches, qui sont les écrevisses natives de nos régions. Donc les écrevisses à pattes blanches sont des espèces qui étaient déjà relativement rares avant l'arrivée de ces écrevisses exotiques. Et c'est des espèces que l'on cherche à maintenir parce qu'elles sont vraiment caractéristiques de nos rivières. Là, on est sur la Haute-Vallée de l'Orne. L'Orne étant le plus grand fleuve de Basse-Normandie. On est sur un site Natura 2000 qui est très vaste, qui fait un peu plus de 20 000 hectares. Qui s'étend jusqu'aux sources de l'Orne, y compris sur les affluents et sur toutes les parcelles qui sont riveraines de ces rivières-là. Donc là, on entame l'élaboration du document d'objectif. C'est un plan de gestion qui comprend à la fois un état des lieux de ce qu'on trouve sur ce site-là, l'état des habitats, de la faune, de la flore, et l'ensemble des activités qui s'y trouvent. Ce document d'objectif comprend des grandes orientations de gestion, et tout un panel de mesures qui peuvent être souscrites par les acteurs locaux. On est sur une rivière, la première chose à faire, ça va être d'aller voir les pêcheurs, les élus par rapport aux questions d'assainissement, les exploitants agricoles, les propriétaires forestiers également. Le travail de concertation sur ce site-là ne fait que commencer. C'est un site qui est vaste, donc ça va durer à peu près 18 à 24 mois. Il va y avoir beaucoup de groupes de travail qui vont être réunis. Le comité de pilotage devra valider au final le document d'objectif de ce site. Ça ne peut absolument pas se faire sans l'acceptation du plus grand nombre. Alors nous sommes à Sainte-Marguerite-de-Carouge, sur mon exploitation agricole. Voilà, je vais chercher de l'herbe pour mes vaches actuellement. Alors j'ai repris l'exploitation en 1986 avec mes parents. Moi, j'ai plus l'impression d'être paysan. Je suis obligé de gérer mon exploitation comme un chef d'entreprise parce que sinon, on va au mur. On ne peut plus porter attention à nos animaux pareil. On y porte attention parce que économiquement, il faut y aller. Là, je vais atteler mon outil qui permet de faucher l'herbe pour mettre dans ma décileuse. Là, tout de suite, ce que je vais faucher exactement, ça va être en zone Natura 2000. Effectivement, Natura 2000, il y a déjà un moment que ça existe, on a déjà entendu parler, mais on n'a jamais été vraiment concerné. Il n'y a que depuis quelques temps qu'on est au courant que on a une zone qui est dans notre secteur qui a été mise en zone Natura 2000. La crainte qu'on avait, c'est qu'on avait déjà instauré un site alors qu'on n'était pas mis au courant. C'était un petit peu ça, un petit peu qu'on trouvait ça dommage au départ. La méconnaissance de la procédure Natura 2000. Le spectre de Bruxelles. Les interrogations sont multiples et légitimes sur ces terres agricoles. Dans la commune de Rannes, dans l'Orne, première réunion de concertation avec les agriculteurs concernés par le zonage Natura 2000. Présent ? Oh non, là c'est vous engager à recevoir. On parle beaucoup de Natura 2000, je n'en connais pas les conséquences, donc je tiens à m'en informer. J'ose espérer que les contraintes ne sont pas trop sévères, parce que l'agriculteur que je suis a besoin d'un outil de travail. On
On va parler des diagnostics donc socio-économiques et écologiques, les orientations de gestion préconisées et le calendrier prévisionnel. L'échange peut être difficile, voire rugueux, mais chacun s'écoute et s'observe. Au moins 6 habitats d'intérêt européen et 9 espèces. De prime abord, l'objectif de prendre en compte des espèces et des habitats peut paraître dérisoire comparé à ceux de l'agriculture moderne. Néanmoins, la biodiversité est devenue une préoccupation de plus en plus partagée et l'écoute mutuelle est le garant d'une bonne compréhension des différents enjeux du territoire. Chaque milieu correspond à des habitats et des espèces spécifiques qui rapportent du bien-être, de la qualité de vie et un cadre de vie. Une espèce que vous ne parlez pas, c'est une espèce en voie de disparition, ce sont les paysans. Donc si elle existe encore, les espèces, c'est parce que quand même, elles ont été un petit peu protégées par les agriculteurs jusque-là. Ah, oui. Donc on n'a pas attendu que vous veniez là nous expliquer nous prêcher la bonne parole pour faire quelque chose. Dans l'ensemble, notre campagne n'est pas encore si dégueulasse que ça. Je ne suis pas contre toutes ces petites bêtes, l'escargot et tout ça. Il faut savoir aussi que dans tous ces milieux humides, il y a énormément d'autres espèces qui sont quand même très préjudiciables pour les animaux notamment. Je peux parler par exemple de la douve. Alors moi je m'excuse, mais quand j'ai un animal qui arrive en abattoir avec un foie douvé, économiquement, moi ça me fait mal. Et puis je voudrais quand même voir le citoyen, le concitoyen, le contribuable, si demain, en plus il est un petit peu écolo sur les bords, excusez-moi, mais j'y vais franchement, si on lui présentait un steak de foie avec une douve dedans, ce qu'il ferait. Il faut savoir que Natura 2000, la France a fait le choix d'une démarche volontaire. Oui, mais vous dites démarche volontaire, mais au final, ce sont quand même des contraintes. Et moi, je pense qu'à partir du moment où même une démarche volontaire... Par exemple, si on parle des contrats agricoles, c'est les MAET, les mesures agro-environnementales territorialisées. Moi, je forcerais personne à souscrire, à s'engager dans une MAE. Donc, mais c'est bien, il faut faire quelque chose. C'est vrai, il faut les conserver, ces espèces-là. On a besoin de conserver tout le monde. Mais les agriculteurs vont plus fournir à tout ça. Moi, vous savez, je suis presque à la retraite maintenant, mais quand je me suis installé, j'avais une autre optique de l'agriculture. Non pas une agriculture subventionnée comme on voit maintenant, mais une agriculture de qualité, vivre de mes produits, de la vente de mes produits, tout ça. Bon, manifestement, il a fallu que je m'adapte. Je me suis adapté. Je suis bien content de trouver les subventions aussi, parce que je serais comme tout le monde, je serais mort si je ne les touchais pas. Mais c'est du court terme, malgré tout ça. Est-ce que ça pourra durer ? Bon. Natura 2000 ne laisse assurément personne indifférent. Sur le littoral bas-normand, les problématiques sont multiples. La préservation de la biodiversité passe par l'intégration de nombreuses activités. Agriculture, tourisme, pêche, pratiques sportives ou encore l'activité conchilicole, en prise directe avec la nature. La conchiliculture concerne principalement l'élevage des moules et des huîtres. Ce secteur représente en Basse-Normandie 2150 emplois directs ainsi que 6500 emplois indirects pour un chiffre d'affaires de près de 110 millions d'euros. Il n'y a pas que l'homme pour en apprécier la production. Certaines espèces profitent aussi de ce garde-manger à ciel ouvert et les professionnels n'ont plus qu'à constater les dégâts. Ces bouchots-là ont été prédatés cet hiver par des éders à duvet et des macreuses noires. Ce sont les canards marins. Il y a une grosse population de ces oiseaux qui descendent du nord de l'Europe et qui viennent pour manger des moules. Normalement, un bouchot comme ça à la saison, ça devrait être un tube noir de haut en bas, à peu près d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année sur la côte ouest, sur à peu près 290 km de bouchots, on peut estimer les pertes à plus de 3,6 millions d'euros. Les coupables sont désignés. Le goéland argenté et les canards marins, éders à duvet et macreuses. Prédateurs naturels du coquillage marin, ces oiseaux n'ont évidemment aucune notion d'économie et de rentabilité. Par ailleurs, le littoral constitue un espace privilégié que de nombreuses autres espèces d'oiseaux vont utiliser durant leur migration d'automne et de printemps pour s'y nourrir et s'y reposer. Certains même y passeront l'hiver. Les falaises, les îlots, les landes constituent des milieux de reproduction pour certaines espèces. Le faucon pèlerin, la fauvette pitchou, les goélands, les cormorans, le fulmar boréal ou la mouette tridactyle.
Les falaises du Bessin qui s'étendent sur la côte nord du Calvados prennent alors des allures de véritables nurseries. Avec plus de 1000 couples, ce site constitue la principale colonie reproductrice française pour la mouette tridactyle. « 470 km de côte battus par les eaux de la Manche. Véritable goulet d'étranglement, la pointe de la Hague est réputée pour ses forts courants. Ceux du raz blanchard atteignent 12 nœuds. Ce sont les plus puissants d'Europe. Évidemment, cette force marine confrontée à des terrains géologiques de nature si différente d'une côte à l'autre crée autant de milieux contrastés. De grands estuaires, baie du Mont-Saint-Michel, baie d'Évez. Des falaises granitiques ou calcaires. Un ensemble de havres sur la côte ouest du Cotentin. De surprenants ensembles dunaires, exceptionnels en Europe par leur étendue, paysages semblant sortis de l'imagination d'un écrivain de science-fiction. Et enfin, d'importants marais arrière-littoraux. Ces grands ensembles naturels recèlent des milieux, des types de groupements végétaux qui sont vraiment originaux, parfois menacés, caractéristiques de la biodiversité européenne et qui ont justifié l'intégration de ces espaces dans le réseau Natura 2000. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir préserver cette biodiversité tout en maintenant les activités humaines qui s'y déroulent. On va avoir des problématiques très différentes en fonction des milieux auxquels on aura affaire. Des problématiques donc, de fréquentation de la population qu'on est amené à canaliser pour justement éviter la dégradation des sites et donc l'érosion de ces espaces, notamment au niveau des dunes, au niveau des falaises. On va avoir des problématiques liées également à l'évolution naturelle de la végétation qui a tendance à se développer. C'est le cas notamment des dunes qui, si on les laisse évoluer naturellement, se transforment progressivement en forêts. Et donc on perd du coup l'originalité de toutes ces végétations dunaires. C'est le cas également de toutes les landes au niveau des falaises. Donc ça fait vraiment partie des problématiques que l'on rencontre le plus fréquemment sur nos sites littoraux. Sur les dunes de Lindbergh, visite de terrain avec l'opérateur du site et les services de l'État qui instruisent le dossier. On est sur un grand enclos, donc tout ça ce sont les dunes de Lindbergh. On est dans une zone très touristique qui est très fréquentée par le public. Donc on va prévoir aussi des ouvertures pour le public avec des passages d'hommes et des barrières qui vont donc permettre aux gens d'emprunter les sentiers à travers l'enclos. Donc on est maintenant à la phase de montage du contrat Natura 2000 qui va nous permettre de financer ce projet. Pour maintenir ces milieux dunaires et de landes difficiles d'accès dans un état de conservation favorable, les travaux de restauration et d'entretien prennent alors des allures de fin du monde. Parfois, le génie mécanique ne peut pas tout. Cette année, on a brûlé ici, là, sur la parcelle. C'est un petit bolis, donc le pare-feu, on le voit, c'est le W. Donc on va brûler en février 2011. L'accès difficile à certains sites et la hauteur de la végétation obligent parfois à utiliser des techniques de restauration, disons, radicales. Le feu comme ultime moyen de régénérer la végétation. Une opération spectaculaire qui se déroule en hiver et qui se prépare longtemps à l'avance. Salut Catherine. Oui, bonjour Jeanne. Donc là, on est arrivé sur l'estuaire de l'Orne. Donc on va longer un peu l'estuaire sur la partie de dune, la partie sableuse. James est du groupe ornithologique normand. Il vient faire du comptage de petits oiseaux qu'on appelle les limicoles, les gravelots là en question. Donc ici, on est sur une dune en formation. Donc la mer dépose régulièrement ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle la laisse de mer, c'est-à-dire des débris végétaux ou animaux.
C'était déjà un premier apport de matière organique, ce qui fait que la faune et la flore vont pouvoir se développer. C'est des débris végétaux principalement qui ont été amenés par la mer, en particulier au moment des marées hautes. Et il y a des espèces qui s'installent, c'est des espèces annuelles, c'est-à-dire elles ont germé au printemps et elles vont finir par faire une touffe et c'est vraiment le démarrage de la création de la dune. Donc on a beau estimer que c'est des zones de débris, de déchets entre guillemets, c'est vraiment des zones à conserver et en particulier éviter tout nettoyage de plage drastique qui retirerait que ce soit ces débris végétaux qui sont vous voyez, du bois, etc., ou même les épaules d'algues qui sont pareil très importants pour apporter les premières matières organiques qui vont permettre à une flore et une faune de se développer. Là, c'est la pointe de Merville, donc c'est une flèche de sable. C'est du sable qui s'accumule dans cette grande entité de la baie de Seine. Donc on ne sait pas trop d'où vient ce sable, mais en tout cas depuis plus de 60 ans maintenant, on a une accumulation de ce sable et d'année en année, on a des nouveaux bancs de sable qui apparaissent, si bien que ça nous fait des biotopes extrêmement originaux et très rares en Europe. Donc on a ici des oiseaux assez particuliers qui s'installent. Je cherche le gravelot à collier interrompu qui est un limicole qui vit directement sur la plage et qui pond sur cette plage. Et sa problématique à lui, c'est comme il pond ses œufs à même le sol, n'importe qui passe peut écraser sa nichée. Et c'est une espèce, on a 25 couples sur cette plage et c'est tout. Donc là, on a un drapeau qui permet de marquer le nid. Donc c'est le numéro 11. C'est le 11e nid qu'on a trouvé cette année dans l'estuaire, qui marque donc l'emplacement du nid 2 mètres plus loin. Donc les œufs sont là. Donc le gravelot ne fait pas du tout de nid, il pond directement à même le sol. L'engagement de veiller au bon état de conservation des espèces nécessite de mettre en place des opérations de suivi de population. Pour les oiseaux, des programmes de recherche particuliers par le bagage sont souvent mis en œuvre. Le gravelot à collier interrompu bénéficie d'un tel programme. Le bagage des individus permet de mesurer la dynamique de la population. La Basse-Normandie accueille pour cette espèce plus de 20% des couples reproducteurs français, ce qui lui confère une responsabilité particulière. Avec le numéro de bague SE05904. Donc c'est un oiseau qu'on a bagué poussin dans l'estuaire de l'Orne, ici le 17 juillet 2008. C'est un oiseau qui est né l'année dernière et qui se reproduit dès cette année sur le même site en fait. Le gravelot à collier interrompu, c'est une espèce migratrice qui va passer son hiver en Mauritanie. Depuis une quinzaine d'années, on a cette espèce qui reste de plus en plus en Normandie. C'est un oiseau qui fait partie de notre paysage en hiver maintenant, alors qu'il y a 50 ans, c'était inimaginable. Le poussin du gravelot pratique le mimétisme comme mode de défense. Caché sur la vase, le sable ou dans les galets, il est protégé de la vue des prédateurs naturels, mais pas de l'étourderie des pas ou des roues des usagers de la plage et de la dune. C'est un petit poussin qu'on connaît déjà. D'où, sur certaines plages, l'expérimentation de l'installation d'enclos pour le protéger. Espace recouvert lors des grandes marées, la terre, le ciel et la mer s'unissent pour recomposer des paysages sans cesse changeants. Milieu complexe, les présalés sont des espaces naturels d'une richesse écologique sans pareil. L'importante production d'invertébrés fait des estuaires de formidables zones d'alimentation pour de nombreux poissons et oiseaux notamment. Alors ici nous avons une herbe particulière qui représente l'habitat herbu, le marais salé, donc qui est l'obione. C'est un petit arbrisseau de la mer, qui ici, donc là on a à marée basse, mais il faut s'imaginer qu'à marée haute c'est recouvert d'eau. Et dans cet arbrisseau, cette plante vit un petit crustacé, l'orchestia, qui sert de base de ressources alimentaires, notamment par exemple au bar. C'est tout un producteur de matière organique qui est exporté vers le système marin. Donc un maillon de la chaîne alimentaire en baie de Mont-Saint-Michel. À travers le document d'objectifs Natura 2000, l'idée c'est bien de pouvoir gérer ces milieux pour tenir compte de ces fonctions, notamment de l'obionné dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est une espèce qui joue un rôle très important. Donc l'idée, c'est de pouvoir gérer notamment l'usage du pâturage pour faire en sorte que l'on puisse maintenir ces habitats particuliers et qui sont sensibles au piétinement.
Donc là, on se trouve dans le havre de l'Essai. Donc c'est des prés salés qui sont utilisés pour le pâturage par les moutons. C'est un milieu très spécial parce qu'il est recouvert très régulièrement par la marée. Et donc c'est des plantes qui aiment le sel qui poussent ici. Et on les trouve évidemment qu'en bordure maritime. Donc ces habitats de prés salés sont des habitats d'intérêt européen. Ici, on a un équilibre entre les activités de pâturage et la préservation des habitats de prés salés. Au mois de mars, quand j'ai mis mes brebis sur les dunes, avant il y avait de l'herbe sèche, il y avait de la mauvaise herbe, et d'avoir mis les brebis à pâturer sur ces dunes, 15 jours après, 3 semaines après, j'ai vu qu'il y a eu un changement du sol. On a vu des plantes réapparaître de nouveau. Comme on est en site Natura 2000, on peut bénéficier d'aide à travers les mesures agro-environnementales qui vont aussi soulager l'éleveur des frais liés aux clôtures et à tout ce genre de choses qui sont nécessaires au pâturage. Pour moi, c'est une chance d'avoir eu ça, quoi. Là, on est sur une zone Natura 2000. Il y a à peu près 3 hectares ici, là, et la rivière, le Sarton qui est juste à côté, en fait. Donc le but, c'était que les vaches arrêtent de vadrouiller un peu partout dans la rivière. En aménagement ici, une passerelle pour les vaches pour éviter qu'elles bougent dans la rivière, tout simplement. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une amélioration de la qualité de l'eau du Sarton. Je pense que si tout le monde faisait comme ça, on aurait encore une meilleure qualité de l'eau. 16 000 km de cours d'eau traversent la Basse-Normandie. Le suivi de la qualité de ce réseau repose sur un certain nombre de points de mesure répartis dans la région. Malgré une baisse globale de la pollution organique, la qualité de l'eau reste malheureusement médiocre. 70, 173, 78. Le grand témoin, c'est la mulette perlière, une moule d'eau douce pouvant vivre jusqu'à 100 ans. Animal filtreur, elle ne survit que dans une eau d'excellente qualité. Elle ne peut plus se reproduire si le taux de nitrate dépasse 5 mg par litre. Aujourd'hui, l'espèce est en grand danger car les populations bas-normandes ne se reproduisent plus depuis 60 ans. Autre espèce victime de la destruction et de la fragmentation de ses habitats, les chauves-souris. Alors nous nous trouvons ici sur un site d'hibernation à chauves-souris qui compte plus de 300 individus. L'entrée du site se situe au bord d'un chemin et il y a pas mal de public qui pénètre dans le site et dérange les chauves-souris en période d'hibernation. Or, les chauves-souris ont besoin de tranquillité pour hiberner. Dans le cadre d'un contrat Natura 2000, nous mettons actuellement en place une protection physique. Alors ici, on est en train d'installer une grille à barreaux horizontaux avec un espace suffisamment important permettant de laisser le passage aux chauves-souris avec des allées et venues simples. Et ça empêche les humains de... 2 équipes mobiles qui vont être à proximité du gîte. Branle-bas de combat pour Christophe et les bénévoles du groupe mammalogique normand. Une équipe ici sur le haut du vallon. Cette nuit sera blanche. Objectif, chauve-souris. Cachés dans nos greniers, nos forêts ou comme ici le Grand Murin dans nos églises, les chauves-souris semblent rire de nos peurs ancestrales. Dans le cadre de Natura 2000, une espèce en particulier intéresse nos scientifiques. Je suis en train de poser des filets pour capturer des barbastelles. Une espèce de chauve-souris inscrite à l'annexe 2 de la directive Habitat Faune Flore dite Natura 2000. Donc l'objectif, c'est de capturer une femelle qui se trouve dans la colonie qui est toute proche, située dans un bâtiment, et de lui poser un micro-émetteur qui nous permettra de suivre l'animal sur ses terrains de chasse. L'objectif étant de caractériser les terrains de chasse de l'espèce pour en apprendre un peu plus sur son écologie, leurs exigences, et ensuite mettre en place des actions de conservation. Autre animal mythique, inattendu dans la campagne normande, la cigogne. Elle avait quasiment disparu des marais du Cotentin et du Bessin dans les années 70. La Basse-Normandie est aujourd'hui une zone majeure de reproduction pour ce grand migrateur.
On y recense plus de 65 couples nicheurs qui en font la 2e région de France pour ses effectifs. Pour le malheur des grenouilles, campagnols, sauterelles et autres insectes, la population ne cesse de croître d'année en année, signe positif témoignant de la bonne santé des marais. Étonnamment stoïques, les poussins se laissent mesurer, peser et baguer sous le regard inquiet des parents. Ces bacs de couleurs serviront à identifier à distance chaque individu né dans la région et permettront d'apprécier l'évolution des populations. Protégés de la mer par les cordons de dunes, les marais vivent au rythme des pluies. L'été, ils sont secs, en apparence. L'hiver, ils sont blancs, c'est-à-dire recouverts d'eau et forment de vastes étendues aquatiques. Véritable paradis pour les oiseaux migrateurs. Donc là, on arrive dans les marais de la Tote, donc qui font partie des marais du Cotentin et du Bessin. Voilà, donc c'est une vaste zone humide de 30 000 hectares. L'essentiel des terrains sont exploités par les agriculteurs qui font soit du pâturage, soit de la fauche. Ces marais ne sont pas des terres classiques, hein, c'est des terres qui sont souvent difficiles à exploiter. Il y a des inondations hivernales hein, qui font qu'elles ne sont pas accessibles. Il y a une assez forte proportion de ces marais qui sont sur des sols tourbeux. Toute cette eau qui s'accumule là, en fait, elle regonfle la tourbe un peu à la manière d'une éponge. Et la tourbe, elle va relarguer progressivement cette eau et elle va conserver donc une humidité importante tout au long de la saison. On trouve sur ces zones de tourbe une flore qui est malheureusement devenue assez rare en France et en Europe. Et puis également de nombreux oiseaux qui nichent dans les prairies. D'autres qui viennent y passer l'hiver ou simplement faire une halte migratoire sur leur trajet entre les quartiers de reproduction dans le nord de l'Europe et les sites d'hivernage un peu plus au sud. Ça va ? Ouais. Ça va. Cette parcelle-là, sans les aides, n'avait aucun intérêt, quoi. Il n'y avait pas énormément de coupes, énormément de volume. Et le fait de s'engager sur un contrat qui nous permet de faucher qu'une année sur 2 augmente la rentabilité. Parce que même quand on ne fauche pas, on a au moins les aides. Dès qu'on prononce le mot Natura 2000, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. On va plutôt protéger les petits oiseaux plutôt que de s'occuper des paysans. Donc on était un peu réticents. Contractant depuis le début des années 90, bon, ça ne nous a pas amené de grandes pénalités. Et est-ce qu'on peut souligner en plus que c'est des contrats complètement volontaires. Donc celui qui ne se sent pas prêt à suivre un contrat, il n'est pas obligé de signer, quoi. L'intérêt là, de ces contrats qu'on propose aux agriculteurs, c'est que c'est aussi un moyen de les inciter à continuer cette exploitation dans ces zones qui peuvent être difficiles. Cet entretien, il est nécessaire au maintien des espèces, des habitats qui font que le site est désigné Natura 2000. Sans cette exploitation traditionnelle, le marais, à terme, il perdrait de sa biodiversité. Il y a très anciennement une réflexion qui a été menée à la demande des naturalistes et des chasseurs pour préserver ce marais qui était en train de se boiser totalement. Donc il y avait un grand nombre d'espèces qui commençaient à disparaître et beaucoup d'habitats qui sont effectivement classés en Natura 2000 maintenant. C'est bizarre parce qu'à un moment donné, il avait été question, mais je vous parle de ça il y a très très longtemps, il y a peut-être 40 ans, de mettre ce marais complètement en eau pour en faire une zone d'activité de loisirs sportifs, voile, planche à voile, oui, ça existait déjà. Donc, heureusement que ça n'a pas abouti, parce que ce milieu naturel, il doit rester comme ça, et effectivement, il faut qu'on le protège. La nature a horreur du vide. Abandonnés à leur sort pendant plusieurs années, beaucoup de marais et d'étangs se sont boisés naturellement. Cette évolution végétale a entraîné des bouleversements sur les prairies qui ont peu à peu régressé. Là encore, les contrats Natura 2000 servent à réaliser des travaux de restauration et à redonner une valeur écologique et économique à ces terres difficiles. Il est alors temps d'agir. Nous sommes à Frétigny, sur le site Natura 2000 forêt, étangs et tourbières du Haut-Perche. Et nous venons voir l'avancée de travaux qui sont réalisés dans le cadre d'un contrat Natura 2000. Alors les travaux qui sont réalisés ont pour objectif de couper du bois, de le retirer des berges d'un étang, parce que la terre, la vase et la tourbe ont tendance à s'accumuler, et le bois a tendance à remplacer la végétation herbacée qui nous intéresse, qui est un habitat d'intérêt européen.
Allez, va, avance. Va. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien. Ici, on utilise le cheval parce qu'on est sur des terrains très sensibles qui sont complètement gorgés d'eau. Et du matériel lourd, des engins ne pourraient pas venir chercher le bois et le retirer de ces zones très, très tourbeuses. Marchez. Ouais, allez, c'est bien chargé. Laissez aller à son allure. La difficulté d'accès de ces zones tourbeuses ne facilite pas le travail des hommes. Mais ce sont en revanche les endroits rêvés pour établir des réserves de chasse, véritables lieux de repos pour les oiseaux. On ne parle pas de chasse vraiment, puisque c'est un site où on ne peut pas chasser. C'est l'objectif principal de cette réserve, c'est de créer une zone de remise pour les oiseaux et puis de conservation de milieu. Donc il n'y a pas d'activité de chasse. Donc la réserve effectivement existe depuis 1971 et depuis quelques années on a découvert qu'elle était en fait très riche au niveau botanique également. Depuis 2005 nous avons eu accès à des contrats Natura 2000. Donc les premiers en 2005 nous ont aidés à nous équiper pour le pâturage par des poneys New Forest et le dernier en date de 2009 qui nous a attribué effectivement un gros financement pour l'abattage et le dessouchage d'une haie de saule. Ces poneys-là en fait sont utilisés dans le cadre de l'entretien du milieu, notamment dans des zones difficiles d'accès où on peut difficilement motoriser pour la fauche. Donc en fait c'est nos tondeuses, quoi. Alors nous sommes ici en forêt de Balleroy, qui est un massif forestier assez important vu qu'il fait près de 2000 hectares. Mais il y a 1 millier d'hectares qui sont consacrés à Natura 2000, en raison de la présence d'un habitat forestier qui est de la hêtraie. Il y a même 2 habitats forestiers de hêtraie, un sur sol acide et un sur sol plus riche. Alors l'enjeu ici, c'est de concilier la gestion économique qui est réalisée par l'Office national des forêts avec la préservation des habitats et des espèces qui sont concernées par Natura 2000. Bon, tout va bien. En pleine opération de repérage. Voilà, ouais. C'est une parcelle là qui va passer en coupe. Donc ce qu'on essaye de faire au préalable, c'est de repérer les arbres qui ont un intérêt pour l'environnement, pour la biodiversité. Ouais. La fissure qui est très profonde, hein, et qui est à ce niveau-là, donc avec du terreau en bas, et qui est des bonnes zones d'hivernage pour les insectes. On souhaite garder des arbres avec des défauts par rapport à la biodiversité, parce qu'on a besoin d'avoir du bois mort, parce qu'il y a toutes des communautés qui vivent dans le bois mort, mais également tout ce qui va être cavité, fissure, qui sera favorable par rapport à des oiseaux ou des chauves-souris, voire des insectes également. Il n'y a plus trop d'intérêt pour les chauves-souris à ce moment-là. Par contre, c'est un HLM à insectes, hein, tu vois toutes les perforations là qui sont. Donc du coup, tous les oiseaux qui vivent des insectes vont venir taper dedans, hein, les pics, hein, se nourrir de ça. Donc là, ça c'est des choses très très intéressantes. Les arbres qu'on va laisser sur pied pour les laisser dépérir, ils ont une valeur marchande. Il y a une perte pour le gestionnaire. Donc il y a des possibilités de compensation pour, par exemple, maintenir des arbres au-delà de leur vie qui sont prévues dans le cadre de contrat Natura 2000. Elle est profonde, Pour cette fissure-là, est-ce que tu penses qu'elle est favorable à la Barbastelle ? Tu te souviens, la Barbastelle, c'est annexe 2 Directive Habitat, donc on doit mettre en place des actions pour cette espèce. Pour moi, elle me paraît un petit peu profonde et un peu fraîche pour la Barbastelle, qui aime plutôt des fissures un peu sèches et puis plus petites. Mais elle est en formation, donc pourquoi pas une fin de colonisation par la Barbastelle, voire une utilisation par d'autres cortèges de chauves-souris. Après tout, tout est important, quoi. Ah oui, ok, super. Un petit rond, tu vois, ça suffit. Autoroute A28, entre Alençon et Le Mans. Dans l'inconscient collectif, il y a un scarabée nommé Pic-Prune qui cristallise les peurs de Natura 2000. Faute d'avoir pris en compte sa présence, c'est lui qui a arrêté la construction du premier tronçon de l'autoroute dans le département de la Sarthe. La poursuite du chantier côté bas-normand s'est dès lors effectuée dans des conditions satisfaisantes de prise en compte des espèces et habitats avant, pendant et après la construction. Par exemple, les arbres abattus renfermant des pics-prunes ont été déplacés sur des secteurs propices afin que les pics-prunes qui les habitent soient préservés. Une solution simple, peu coûteuse et pertinente. Ici, on va faire un contrôle, on va voir si l'opération de sauvegarde du pic-prune a marché, si l'espèce se reproduit toujours dans ces cavités d'arbres. C'est en quelque sorte une espèce parapluie. Si on protège un site où le pic-prune est présent, on va protéger en même temps des dizaines, voire des centaines d'autres espèces beaucoup plus petites qui vivent également de la matière ligneuse en bois de décomposition. Des arbres morts colonisés par des insectes. C'est le cocktail idéal pour la chauve-souris Barbastelle. Deuxième nuit de capture et d'études pour l'équipe de Christophe qui s'est positionnée à l'entrée d'un tunnel ferroviaire désaffecté
afin de capturer ce petit animal de 6 cm, pesant 13 grammes à l'âge adulte. Il faut avoir de bons yeux là. Alors c'est une barbastelle qui vient de se prendre dans un filet, qui est l'espèce donc qui nous intéresse pour cette étude. Une espèce donc appartenant à la liste des espèces de la directive Habitat Natura 2000. Alors c'est une espèce qui s'est considérablement raréfiée en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, au bord de l'extinction dans plusieurs pays nord-européens. Donc là, nous allons en fait appliquer sur l'émetteur un petit point de colle. Donc là, voilà l'animal qui va être équipé pour une durée de 12 jours dans le cas précis. Antenne directionnelle à bout de bras, une longue nuit de radio-tracking commence. Entre François et Cédric arrivaient à avoir un signal de la femelle là. Retour dans la haute vallée de l'Orne. Marie, accompagnée d'Olivier Hénard, continue le suivi de ce site pour l'élaboration du document d'objectif. Une autre espèce nocturne y a refait son apparition, la loutre. Chassée intensément au début du XXe siècle, elle est protégée en France depuis plus de 30 ans et déclarée d'intérêt européen depuis 1992. Sur le bassin de l'Orne vit maintenant la seule population fixée de loutres du bassin Seine-Normandie. Cet équilibre entre l'animal et son milieu de vie est fragile et doit être préservé des menaces dues à la dégradation des rivières et à la baisse des ressources piscicoles. Extrêmement discrète, on ne trouve trace de son passage qu'à travers la présence de ces déjections, appelées épreintes, qui marquent son territoire. Il y en a une assez fraîche en fait. Pas gelée. Hyper fraîche. Pas trop gelée. À quelques kilomètres de là, retour à la mairie de Rannes. La pédagogie a porté ses fruits entre deux réunions de concertation avec les agriculteurs concernés par le site Natura 2000. On part sur un point de vue uniquement scientifique. Il y a le point de vue agronomique qui rentre en ligne de compte. C'est l'objet de Natura 2000. Les questions se font plus précises, les demandes aussi. Scientifique, ce qui est important, c'est de réussir à avoir une gestion extensive pour chaque parcelle. Je peux mettre tous mes animaux dans cette parcelle-là, les autres vont rien avoir. Enfin bon, je sais pas. Il y a de toute façon. Moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir le stress de se dire, est-ce que dans mes papiers, je vais être à 1,6 ? Vous ne voudrez pas que ça soit pour se reporter sur les autres parcelles et intensifier plus sur les autres parcelles. Il faut vraiment être sûr de savoir ce qu'on fait, quoi. Si c'est 60 unités d'azote, on a une rémunération de 197 € par hectare et par an. Ça couvre les contrats, le financement d'une année ou c'est le contrat des 5 ans ? Des 5 ans. Des 5 ans. À 41 hectares. Ouais, c'était 40. Donc on a appris ça. On était en site Natura 2000. Dans les déclarations qu'on a à faire, vous voyez toujours la mention MAET. Quand on n'est pas dans un site Natura 2000, bah forcément, on n'a pas forcément droit à ces choses-là. Donc ça peut être une opportunité, effectivement. D'autant plus que c'est involuntariable. C'est intéressant dans la mesure que moi, mes parcelles que j'ai en prairie naturelle ne sont pas productives du tout. Donc je me dis quand même quelque part, une zone Natura 2000, c'est quand même rémunéré. Et je me dis que c'est quand même une opportunité à prendre. Faut pas la négliger, quoi. Voilà, c'est tout ça. Et en plus, on participe à un mouvement d'environnement, quoi. Donc on essaye quand même de montrer une bonne image de l'agriculture en général. Donc nous sommes ici sur un coteau calcaire du pays d'Auge, sur lesquels il y a des conditions de milieu qui sont assez difficiles pour les agriculteurs, mais qui sont très intéressantes pour les plantes.
Et comme sur un certain nombre de types de végétation qu'on veut protéger par Natura 2000, que ce soit des dunes, que ce soit des landes, que ce soit des tourbières, eh bien, on a besoin des agriculteurs pour pouvoir gérer ces milieux. Sans l'action de l'homme, ces milieux évolueraient vers la forêt, le boisement, et donc une action de gestion, soit par fauche, par exemple dans les vallées alluviales, soit de pâturage pour les landes ou les coteaux calcaires, est indispensable pour maintenir ce qui fait la richesse de ces sites-là. Je m'appelle Florent Baud, donc je suis chargé de mission Natura 2000 au Conservatoire fédératif des espaces naturels. Alors ici, nous sommes sur un très très beau coteau, un des plus beaux du pays d'Auge. Donc en fait, il a notamment la particularité d'abriter le damier de la succis, donc qui est un papillon espèce prioritaire pour Natura 2000 en Europe. Et c'est aussi sur ce coteau qu'on trouve la seule station d'orchis militaire, qui est une très très belle orchidée. Donc c'est l'unique endroit en Basse-Normandie où on peut trouver cette orchidée. Alors là, nous sommes au Moutier-Hubert, sur un coteau que le Conservatoire vient d'acheter il y a à peu près un an. Alors en fait, depuis 25 ans, donc, le coteau n'a pas été entretenu et en fait l'action des animaux permet de contrôler l'envahissement de cette herbe-là et d'augmenter la diversité spécifique en faune et en flore. Les chèvres elles vont agir comme une débroussailleuse en fait, jusqu'à une hauteur de 2 mètres, elles vont se mettre sur leurs pattes arrière, elles vont petit à petit manger le haut de la plante jusqu'à vraiment ce qu'elle soit le plus bas possible et au niveau des herbes en fait. Là ici on voit que les chèvres ont brouté et ont enrayé le cornouiller, à peu près baissé de moitié en quelques mois. Depuis la mise en place du pâturage sur le site, on observe déjà les premiers signes significatifs de gestion et d'impact sur le contrôle de cette herbe-là qui est très très envahissante. Les vents et les pluies sont enfin favorables pour le brûlis sur les landes de Vauville. On met le feu simplement pour rajeunir le milieu. C'est des landes basses à bruyère qui ont tendance à évoluer et à se fermer progressivement, qui sont plus exploitées. Donc le fait de brûler, ça rajeunit la végétation et les animaux reviennent exploiter ces zones-là pour entretenir un milieu ouvert et plus favorable à une certaine biodiversité. On coupe une bande de végétation sur 5 mètres. 5 mètres de pare-feu, c'est suffisant. Et puis on attend une période favorable, donc un vent modéré, comme aujourd'hui. Et puis des personnes pour surveiller. Et dès que ça court un petit peu dans les pare-feux, on est là pour éteindre. On est dans le cadre de la préservation des landes basses à bruyère. Donc l'idée est de rajeunir et de maintenir un milieu ouvert de landes basses et pas comme ici où c'était déjà de la lande haute et qui étouffe la bruyère. Le brûlis permet aussi de réactiver la banque de graines. Les graines qui étaient dans le sol vont germer à partir du printemps. Donc là, on vient de terminer le brûlis, donc toute la zone a été bien dégagée. La végétation va repartir dès le printemps et les bêtes, surtout les animaux qui pâturent sur la zone, donc les vaches, les chevaux, qui sont ici au libre, viendront réexploiter la zone, ce qui ne faisait plus puisque c'était complètement fermé. Archipel de Chauzet. Comme tous les jours de beau temps, les navettes de Granville déposent leur flot de touristes. Sandrine de la Dréal et Romain du Conservatoire du Littoral rejoignent Fabrice du groupe ornithologique normand pour une mission d'observation d'une faune locale exceptionnelle. Alors on est sur le site Natura 2000 de Chauzet qui a été retenu à la fois au titre de la directive Habitat et de la directive Oiseaux. C'est une zone de reproduction de nombreuses espèces considérées comme étant d'intérêt communautaire. Donc c'est le cas des cormorans, grands cormorans, cormorans huppés. Chauzet, c'est plus de 1% de la population mondiale de cormorans huppés. On a aussi des espèces qui viennent en période migratoire et en hivernage, comme par exemple des bernaches, des macreuses, des éders, des grèbes, des plongeons. 14 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse découvrent une multitude d'îlots. Ici, c'est le royaume des maîtres des airs qui semble à peine dérangé par l'intrusion sur leur territoire de quelques humains venus les observer. Il est vrai que le rapport de force est à leur avantage. L'huîtrier pie semble presque s'amuser à faire la vedette. Avec son bec, véritable ouvre-boîte, il est capable d'ouvrir n'importe quel coquillage pour s'en repaître. Dans la famille des huîtriers, l'huîtrier pie est la seule espèce à vivre en France.
Chauzet est surtout un site emblématique pour les milieux marins, donc qui vont relever en fait de 3 grands types de milieux, donc les récifs, et notamment des champs de laminaires qui sont un milieu très important en termes de biodiversité, notamment pour un certain nombre d'espèces qui sont pêchées par les professionnels et les plaisanciers. Sur ces types de milieux, on va vraiment avoir une focalisation sur des groupements d'espèces en particulier. C'est notamment le cas des herbiers de zostère qui sont très importants en termes de biodiversité, qui jouent un rôle en termes de nourricerie, en termes de zones de reproduction, en termes de production d'oxygène dissous. Donc ça, c'est vraiment un type de milieu particulier sur lequel on va focaliser notre action. Du côté de l'épargne. Donc on va aller voir le secteur d'herbier qu'on a photographié et vérifier que les taches qu'on voit sur les photos aériennes sont bien de l'herbier en fait. D'accord. Une zone très importante à la fois pour le milieu et pour la ressource, parce que ça crée de grands champs d'algues en fait, ça crée donc des habitats en 3 dimensions, donc ça crée plein de micro-habitats pour plusieurs espèces, ça crée des zones de nurserie aussi, ça crée de l'oxygénation pour le milieu et ça crée aussi des zones un peu de calme, il y a beaucoup moins de courant et le sédiment peut se poser en fait. L'espèce n'est pas en danger, c'est l'habitat qui peut être en danger et qu'il faut protéger. La zostère, dont la taille peut dépasser le mètre, formait jusqu'en 1930 un immense herbier qui ceinturait les côtes. Dans les années 30, les herbiers de zostère furent presque entièrement détruits par une maladie due à un micro-organisme pathogène. La surface a été divisée par 10 en 30 ans. Depuis ces 30 dernières années, la reconquête de l'espace est en marche. Une dynamique à conforter au regard de la forte biodiversité abritée par ces herbiers qui constituent entre autres des zones de reproduction et de nourricerie pour des espèces d'intérêt halieutique comme les rougets et les barres. Une espèce dont les agissements sont également à contrôler, c'est l'homme. Par accident ou par bêtise, ces déchets encombrent régulièrement les plages. Dans le cadre de Natura 2000, des campagnes de nettoyage sont réalisées par des associations d'insertion. Mais cela n'enlève rien à nos responsabilités. La baie du Mont-Saint-Michel au petit matin. Encore aujourd'hui, comme immuablement à chaque grande marée, le facétieux mascaret effarouchera les oiseaux et effacera les bancs de sable. En 2010, le président du comité de pilotage du site de la baie du Mont-Saint-Michel remporte le Grand Prix Natura 2000 pour l'action de concertation menée sur le terrain et les réponses adaptées aux enjeux d'un territoire complexe. C'est toute la complexité et l'enjeu de Natura 2000 qui sont résumés par l'obtention de ce prix. Concilier le maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats naturels avec les activités humaines, notamment agricoles, mais aussi touristiques, c'est simplement une question d'avenir. La planète est devenue extrêmement fragile et que nous, au niveau de nos territoires, nous avons des obligations par rapport à ces terres dont nous héritons et que nous allons avoir à transmettre. D'accord ? C'est comme si on prenait une photo et après, au bout de 2 minutes, on va tous se retourner, on va me redonner les... Je crois qu'à partir du moment où on est sur un site exceptionnel, puisque la baie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le rocher l'est également, je crois que ça nous confère des responsabilités aussi particulières et élémentaires. On a réellement là, par rapport à ce patrimoine, des obligations. L'action de Natura 2000 en Basse-Normandie ne s'arrête pas au galet des plages. La constitution du réseau Natura 2000 en mer est le volet complémentaire aux actions déjà entreprises sur le milieu terrestre. Depuis plusieurs mois, des équipes de scientifiques sillonnent le large afin d'étudier le milieu. On est en train de réaliser des prélèvements au chalut à perche pour caractériser en fait les espèces présentes sur le fond du sable. Donc on déroule un petit chalut à perche de scientifiques qu'on va traîner pendant 3 minutes sur le fond et qui va récolter toutes les espèces présentes. Dans le cadre de Natura 2000, il y a des zones qui ont été déterminées et l'objectif, ça va être de caractériser les habitats. On a dit que cette zone, il fallait la protéger, mais maintenant on va avoir plus d'informations
en vue de créer des documents de gestion. Et donc, on nous a demandé de faire un état initial du milieu vivant et surtout des peuplements benthiques, les peuplements du fond de l'eau. Là, on voit typiquement que c'est un milieu qui est dominé par des étoiles de mer, Asterias rubens, et des débris coquillés de couteaux. Et aussi beaucoup de poissons plats. À première vue, je dirais que c'est pas un milieu qui est perturbé. Un milieu perturbé, c'est un milieu où on retrouve soit aucune espèce, qui est très travaillée par les chaluts, ou un milieu qui est complètement colonisé par des espèces invasives, comme la crépidule, qui elle est révélatrice d'un milieu perturbé. Le dialogue avec les différents utilisateurs du milieu marin sera là aussi une condition essentielle pour réussir à inscrire les objectifs de préservation des habitats et des espèces au cœur des activités humaines. Ce bilan de 15 années de travail sur Natura 2000 est plutôt encourageant car on a obtenu vraiment de bons résultats ici ou là sur certains sites Natura 2000. Je forme le vœu que ce que l'on a réussi à faire en gestion partagée, concertée, intégrée, puisse maintenant sortir des zones Natura 2000 et devenir quelque part un peu la règle de base de la gestion de la biodiversité.